Je vous retrouve pour la rétrospective de la semaine. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé le lundi 4 septembre avec une délégation des parlementaires français et consolidé l'amitié de la France avec la République démocratique du Congo et analysé les opportunités d'affaires en fait partie des sujets abordés. Commentaire. Ils sont venus témoigner de l'amitié de la France à la République démocratique du Congo. Ces 8 parlementaires français, conduits auprès du chef du gouvernement par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, ont circonscrit l'objet de leur visite, qui repose entre autres sur l'analyse des opportunités d'affaires, ce au profit des populations de 2 pays respectifs. À l'issue de leurs échanges, Bruno Fuchs s'est exprimé au nom de la délégation tout en saluant au passage l'attention particulière qui leur a été accordée par Jean-Michel Sama Lukonde. Écoutez, on a eu des échanges extrêmement riches sur un grand nombre de problématiques. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les 2 peuples. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de 8 parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les 2 pays. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le socle principal et essentiel de notre présence ici, nous avons commencé à envisager les différents sujets sur lesquels on pouvait contribuer au développement de la vie économique, de la vie culturelle, des infrastructures, de la vie énergétique, du développement durable du Congo, surtout, et c'est ça qui nous importe, nous sommes des élus du peuple, au bénéfice des populations. Mais également, il a souligné l'intérêt capital que représente la RDC dans l'énorme défi environnemental. Et puis, bien sûr, les questions d'environnement, car aujourd'hui, à l'échelle internationale, on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. Et c'est ça qu'on a vu ce matin au ministère. Il importe de signaler qu'avant leur rencontre avec le Premier ministre congolais, cette délégation de parlementaires français s'était entretenue avec le ministre des Hydrocarbures, mais a aussi échangé avec le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le lundi 4 septembre dans son cabinet de travail une délégation de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements en mission en RDC. L'objectif de cette délégation était de faire savoir sa mission d'évaluation des dispositifs institutionnels visant à promouvoir la politique de la concurrence et la protection des consommateurs en RDC. Suivez. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, encourage le renforcement de la politique de la concurrence et protection des consommateurs en RDC. Le VPM de l'économie a échangé sur la question avec une délégation de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements en mission en RDC et la Commission nationale de la concurrence. Cette délégation conduite par Yves Kenfak a fait part au vice-premier ministre en charge de l'économie l'objectif de sa mission en RDC qui est l'évaluation des dispositifs institutionnels et réglementaires visant à promouvoir la politique de la concurrence et la protection des consommateurs. Nous venons de faire le point sur la mission d'évaluation que j'ai conduite ici la semaine dernière. Il fallait partager avec le vice-premier ministre le résultat de nos échanges avec les différentes parties prenantes que nous avons rencontrées et confirmer notre engagement pour les missions que nous allons réaliser en vue de développer et consolider les dispositifs institutionnels et réglementaires pour promouvoir la concurrence dans votre beau pays. Après cette mission d'évaluation, nous allons proposer au gouvernement de la République démocratique du Congo un programme d'assistance technique triennale qui comprendra toutes les activités pertinentes dont nous avons discuté l'importance avec les responsables de l'autorité de concurrence et les autres parties prenantes. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale dut s'engager à soutenir les secrétariats de la concurrence et le développement dans les différentes actions qui seront menées pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en RDC.
les procès sur l'affaire liée au parc agro-industriel de Bukangalonzo qui a mis au centre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et autres co-accusés face au ministère public le lundi 4 septembre dernier à la Cour constitutionnelle et de nouveau renvoyé pour le lundi 25 septembre 2023. Question de permettre aux avocats de la partie défenderesse d'accéder à toutes les pièces du dossier. Commentaire. Jugeant être dans l'impossibilité de faire connaissance de tous les documents qui portent sur leurs clients, les avocats de la partie défenderesse ont demandé à l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, un rapport leur permettant d'avoir accès à toutes les pièces du dossier afin d'organiser leur défense. Nous voulons porter à la connaissance de la Haute Cour que nous n'avons pas eu accès au dossier des pièces. Mieux, du procureur général près la Cour constitutionnelle. La demande que nous formulons, c'est pour juste motif. Votre dossier des pièces comporte 392 pièces. J'apprends 4018, mais le dossier qui m'a été présenté au greffe comportait 392 pièces. Et nous, de la défense, nous avons plus de 6000 pièces. Comment pensez-vous que nous pouvons organiser notre défense dans ces conditions-ci, où l'on nous renvoie tout le temps vers l'accusateur de notre client? Pour vous soumettre la demande d'une remise. Parce que même un savant ne peut pas rentrer en possession des informations sur 4000 pièces. Et M. Safari vient de le dire, nous en détenons plus de 6000. De son côté, le numéro 1 de la Haute Cour a accédé à la requête de ces derniers pour une durée de 3 semaines. La remise au 25 septembre 2023 est contradictoire à l'égard de tous les 3 prévenus. L'audience est levée. Ici, de rappeler que c'est le deuxième report accordé par la Cour constitutionnelle depuis le début de ces procès. Dans les bancs des accusés, outre le sénateur Augustin Matata, sont poursuivis pour détournement de l'affaire dite Bukangalonzo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain, Christo Grobler. Après avoir complètement réhabilité l'école primaire et secondaire Maindombe de Matete à Kinshasa, Jules Alinguetekei est revenu à cette école le lundi 4 septembre 2023 à la rentrée scolaire pour remettre aux 1800 élèves inscrits pour l'année scolaire 2023-2024 les uniformes, les sacs scolaires, vendés cahiers par élèves et des stylos, mais également 400 rames de papier et 1000 cartons de craie pour la direction. Reportage. Dès son arrivée ici à l'Institut Maindombe, situé dans la commune de Matete, l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguetekei, a été accueilli chaleureusement par les autorités écolières de cette école ainsi que les parents d'élèves. L'homme n'est pas venu main vide, dans sa gibecière, des fournitures scolaires. Il s'agit des uniformes, sacs, cahiers, stylos et autres. Un geste symbolique salué par le préfet de cet établissement scolaire. Après qu'il ait réhabilité ses complexes, en érigeant une nouvelle clôture, réhabilité les toilettes, et vers la fin de l'année, il nous a donné certaines fournitures. Il est venu aujourd'hui pour l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 pour remettre à tous les élèves, 1800 élèves, chacun doit avoir un sac, doit avoir une uniforme, doit avoir les cahiers et les stylos pour démarrer comme il se doit la rentrée scolaire 2023-2024. À cette occasion, le préfet de l'Institut Maindombe, Matete, a invité tous les enseignants à une prise de conscience afin de vendre positivement l'image de cette école. Ce que l'IGF a fait pour nous, ce n'est pas parce que nous sommes une école exceptionnelle. Je leur demande vraiment de travailler avec conscience pour que nous puissions vendre comme il faut l'image de notre école. Autrefois délabrée, autrefois délaissée, autrefois rejetée, aujourd'hui, ça fait une école parmi les meilleures de la ville de Kinshasa. Donc, à tous mes collègues chefs d'établissement, qu'ils prennent conscience pour que nous puissions utiliser à bon escient tout ce que nous avons réussi de la part de l'IGF. A noter que plusieurs fondations ont pris part à cette cérémonie de remise des fournitures scolaires à l'Institut Maindombe.
Les entrepreneurs qui œuvrent dans la sous-traitance, plus précisément dans la province du Kasaï oriental, sont allés à la rencontre du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Objectif, lui faire savoir leur reconnaissance face à son combat en leur faveur. Ils ont également exposé les difficultés qu'ils éprouvent jusqu'ici. Suivez. Ce collectif qui réunit en son sein différents entrepreneurs sous-traitants évoluant dans le Grand Kasaï est venu à la rencontre du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Katem Kachal, pour lui témoigner leur reconnaissance par rapport au travail remarquable qui là-bas, dont l'impact s'est fait déjà sentir au centre du pays. C'était pour présenter nos civilités et aussi remercier les DG du fait que nous a fait participer à la vision de l'ARESP par rapport au projet de développement dans le Grand Kasaï, où l'ARESP est en train de nous assister, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Si vous arrivez maintenant là, vous allez voir déjà la différence de projets que nous avons sur place, où vous voyez l'impact de la vision du chef, surtout nous, entrepreneurs congolais, local, avec le main-d'œuvre local, où nous avons participé à l'exécution de ces projets. Définitivement, la vision du chef de l'État est en train de se manifester dans le Grand Kasaï. Nous nous réjouissons du fait que maintenant, avant on évoluait en ordre dispersé, mais il est en train de nous organiser et cette impulsion va nous aider à mieux actionner les actions que nous allons poser sur le terrain. Maintenant, nous avons des autorisations et une couverture nationale qui nous permet d'être structurés, voir l'interface qui est en face de nous, c'est-à-dire les structures qui exploitent nos minéraux, mais qui n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour exécuter les différents travaux à caractère social. Mais à ce moment, grâce à l'ARESP, nous avons des attestations qui nous donnent l'autorité et le pouvoir de pouvoir exercer la sous-traitance dans notre propre pays pour le bien-être de nos populations. Ils ont par la même occasion énuméré un certain nombre de difficultés dans leur travail des sous-traitants, tout en sollicitant l'accompagnement du DG de l'ARESP pour qu'ils portent leurs doléances, notamment auprès des structures qui sont dans les circuits de gestion des finances, des projets exécutés par les sous-traitants congolais. Le directeur général de l'ARESP, Miguel Katem Kachal, a échangé avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. C'était le lundi 4 septembre 2023. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo avec la consolidation de la protection des industries locales congolaises qui va désormais bénéficier de l'appui de l'ARESP était au cœur de la rencontre. Suivez. C'était une très bonne réunion, discussion que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu les chefs de l'État qui étaient à Maluku dans la zone industrielle afin de pouvoir encourager l'industrie locale. Et vous voyez que les chefs de l'État fait de l'économie de notre pays son cheval de bataille. Nous avons échangé premièrement sur les industries qui vendent aux sociétés principales. Entre autres, il y a les sociétés qui produisent des big bags ici en République démocratique du Congo. Il y a des sociétés qui produisent HDP pipe, des tuyauteries, qui sont produits en République démocratique du Congo. Sur leur cotation, ils ajoutent la TVA. Ce qui fait que d'office, ils deviennent un peu chers par rapport aux sociétés étrangères parce que les sociétés étrangères facturent en DAP. Et lorsqu'ils facturent en DAP, il n'y a pas la TVA. Ce qui fait que deux fois, les sociétés principales pensent que les industries ici en RDC sont chères par rapport aux sociétés étrangères. La deuxième préoccupation aussi, nous avons échangé sur les entrepreneurs d'Mbujimai qui sont venus me voir par rapport à tous les travaux de construction qui sont en train d'être effectués sous le financement du FPI. Il s'est fait que ces entrepreneurs préfinancent les travaux. Bien sûr, lorsqu'ils préfinancent ces travaux, ils prennent aussi des prêts à la banque. Ce qui fait que des fois, ils sont payés en retard par le FPI et ce qui fait que tout leur bénéfice est absorbé par les intérêts. Donc, nous avons échangé avec le ministre sur cette question et c'est une question d'ailleurs qu'il a dit qui doit être résolue. Une délégation des sénateurs et députés de la République française a échangé le mardi 5 septembre avec la direction de l'inspection générale des finances de Kinshasa au Congo
Conduite par la vice-présidente du Sénat français qui accompagnait les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbo en tant qu'interface du gouvernement congolais. Cette mission est venue s'enquérir de la réalité de la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption que mène l'IGF sous la houlette du président Félix Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir en 2019. Commentaire. Au cours de ces discussions, la direction de l'IGF a présenté un tableau éloquent des réalisations de la RDC en matière de la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous avions présenté l'état des lieux de la corruption et des détournements en 2020 quand ce travail a commencé, quand le chef de l'État a donné des instructions, les stratégies en place, les missions accomplies et les résultats réalisés à ce jour. Et nous avons également donné les perspectives d'avenir, qu'est-ce que l'inspection générale des finances compte faire sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour continuer ce travail de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Le chef de la délégation française, Bruno Fisch, a loué à son tour cette initiative qui, selon lui, la présentation faite par le numéro 1 de l'IGF leur a permis de comprendre clairement les politiques mises en place par la RDC dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. D'avoir eu un discours extrêmement clair, extrêmement transparent, et donc ça nous permet, nous, de voir très clairement quelles sont les politiques publiques qui sont menées, notamment celles liées à la corruption et recouvrement de détournement de fonds publics. Et je dois dire que si un pays veut évoluer vers l'attractivité d'investisseurs, il doit avoir des politiques publiques claires, il doit avoir des politiques fiscales claires, il doit avoir une sécurité juridique et fiscale claire pour qu'il soit attractif et pour que les investisseurs, les industriels viennent ici développer un pays qui est extrêmement riche et qui n'attend que des partenariats nouveaux avec des entreprises et des pays qui viennent développer le pays au bénéfice des Congolaises et des Congolais. En séjour à Kinshasa, les 8 parlementaires français ont visité le ministère des hydrocarbures, le Parlement congolais, la centrale électorale et l'inspection générale des finances. Une séance de travail sur l'évaluation de la mission d'encadrement des opérations financières de 9e journée de la francophonie a eu lieu le mardi 5 septembre à l'inspection générale des finances entre le chef des services de cette institution, Jules Alinguetekei, et la direction du comité national de ces jeux, chapeauté par son directeur Isidore Kwanja. Aucun détournement des deniers publics n'a été signalé pendant l'organisation de ces jeux. Commentaire. L'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguetekei, a eu une séance de travail avec la direction du comité national de 9e jeu de la francophonie menée par Isidore Kwanja, directeur national. Les deux parties ont évalué la mission d'encadrement des opérations financières des jeux de la francophonie de l'IGF. Je remercie très sincèrement le président de la République, qui est l'autorité des 9e jeu de la francophonie, le premier ministre qui est le superviseur, qui nous ont accompagnés et avec l'IGF pour que ces jeux soient un succès. Vous le savez, ça a été combattu au niveau international, même au niveau national. Mais l'accompagnement que nous avons obtenu du chef de l'État, du chef du gouvernement et de l'inspection générale des finances ont fait la différence et je vous informe que c'était la plus grande et la plus belle édition des Jeux de la francophonie. L'inspection générale des finances a rendu des hommages mérités au chef de l'État qui était le président du comité des pilotages de ces Jeux ainsi qu'au directeur national Isidore Kwanja pour la réussite de ce grand rendez-vous des pays qui ont en partage la langue française. Nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République qui fut le président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie pour ces grands événements que notre pays venait de réaliser. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des Jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances. Et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de faits de détournement des deniers publics au niveau de la direction du Comité national des Jeux de la francophonie.
L'inspection générale des finances, qui a encadré toutes les opérations financières de la francophonie, a exprimé sa satisfaction sur l'ensemble de la gestion et a indiqué que les deux parties procèdent actuellement à l'inventaire des biens des Jeux de la francophonie qui seront mis à la disposition du comité de pilotage pour affectation dans les différents services de l'État. 100 milliards de dollars américains représentent les engagements des financements annuels pris par les pays développés en marge du premier sommet sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Nairobi au Kenya. Ces engagements contenus dans la déclaration de Nairobi ont été salués par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a pris part à ces sommets représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Sommet africain pour le climat 2023 tenu à Nairobi au Kenya du 4 au 6 septembre sous les thèmes « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Ce premier sommet africain pour le climat a été organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le pays hôte, la République du Kenya. Dans le document sanctionnant les travaux appelés « Déclaration de Nairobi », lu par le président kenyan William Ruto, les dirigeants du continent africain demandent aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars américains de financement annuel pour le climat. Ce sommet appelle également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Au terme de ces assises qui ont tenu toutes leurs promesses, au regard du succès enregistré notamment dans la participation des pays africains et des partenaires engagés dans le développement durable, tant de l'Afrique que du monde, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde a fait le point de la participation de la République démocratique du Congo. À cet effet, il a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi, votée à l'unanimité par tous les pays africains. En marge du premier sommet africain sur le climat, le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a eu le mercredi 6 septembre 2023 à Nairobi une réunion de sécurité avec les États de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC au sujet des opérations de la force régionale de cette organisation engagée depuis quelques temps dans la province du Nord Kivu suite à l'insécurité créée notamment par les groupes terroristes et rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et commentaires. Au sortir de cette réunion où il a participé avec le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le chef du gouvernement congolais a fait le point de cette séance de travail avec les États membres de l'EAC. Dans sa mise au point, le chef de l'exécutif congolais a martelé sur l'intérêt que manifeste son pays à avoir les rapports produits par le ministre de Défense de cette communauté réunie quelques jours plus tôt. Nous avons le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Déployée dans la province du Nord Kivu depuis novembre 2022, la force militaire régionale de l'EAC bénéficie d'une nouvelle période de prorogation de 3 mois, soit du 9 septembre au 8 décembre 2023. Le chef de l'État a accepté de prolonger la durée du mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et l'accord sur les statuts de la force pour une période de 3 mois, du 9 septembre au 8 décembre 2023, dans l'attente d'un rapport d'évaluation du Conseil des ministres. Pour mémoire, la communauté d'Afrique de l'Est est une organisation qui regroupe à ce jour 7 pays d'Afrique qui sont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé au cours d'une réunion tenue le jeudi 7 septembre avec le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique la convocation des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'administration publique pour le lundi 11 septembre prochain. Suivez.
Avec le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, le VPM en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou annonce la tenue de ces dialogues sociaux et cela après plusieurs reports. Ces travaux, qui se tiendront à Sultani Hotel, dans la commune de la Gombe, visent entre autres l'évaluation des différents engagements pris précédemment entre les deux parties lors des différents accords signés entre les deux bons syndicaux et permettre aux parties de trouver des solutions aux problèmes sociaux des agents publics et fonctionnaires de l'État. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Il s'est dénoté que le gouvernement congolais avait démontré la volonté de rencontrer le cahier de charge de l'INAP par la mise en œuvre des résolutions de l'accord des Bibois. C'est notamment la réduction de l'impôt professionnel sur les revenus de 15 à 3% ou encore l'augmentation de salaire à hauteur de 45%. Le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, Eddy Fumupoko, a échangé le jeudi dernier avec les différentes structures concernées sur les recouvrements forcés qui devraient débuter le vendredi 8 septembre dernier. L'entretien avec ces différentes parties prenantes a été sanctionné par un moratoire de 2 semaines accordé aux conducteurs de Kinshasa pour se conformer au paiement de la vignette. Commentaire. Aucune autre prorogation ne sera accordée aux conducteurs de la ville de Kinshasa. Celle-ci, de 2 semaines, est la dernière. C'est ce qui ressort de cette réunion entre le directeur général de la DGRK, Eddy Fumupoko, et les responsables des différentes structures partenaires concernées par le paiement de la vignette. À la suite de la demande de ces responsables, venus plaider en faveur de leurs membres, le numéro 1 de la DGRK, Eddy Fumupoko, en bon père de famille, a accordé un moratoire de 2 semaines avant la mise en application du recouvrement forcé, assorti des pénalités et sanctions. À cet effet, il a demandé à ses responsables de renforcer la sensibilisation pendant ces temps leur accordés, car, dépassé l'échéance fixée, les contrevenants seront soumis à la rigueur de la loi. Après 14 jours de moratoire vous accordez, tout contrevenant sera soumis non seulement au paiement de la vignette telle qu'elle, mais aussi des pénalités y afférentes, augmenter également des frais de fourrière en ce qui concerne les véhicules. Les dispositions idoines seront prises. Rappelons que plusieurs structures avaient pris part à cet entretien. Il s'agit entre autres de l'Association des chauffeurs du Congo, l'Association des mobiles ASBEL et l'Union congolaise des armateurs et des balinières. À l'issue de cette rencontre qui a réuni plusieurs structures concernées, entre autres l'ASECO, Jean Mutombo, vice-président de cette association, en a fait la restitution. On l'écoute. En fait, nous avons tenu une réunion avec le directeur général de la DGRK, où nous, l'association des chauffeurs du Congo et les autres structures, donc la synergie des chauffeurs, nous avons demandé au directeur général un moratoire de 2 semaines au regard du contrôle de recouvrement forcé de la vignette qui devrait en principe ou qui aura lieu demain. Et donc, on s'est convenu pour dire que voilà, il y aura contrôle, mais on ne va pas interpeller les véhicules, mais on va contrôler, ou il n'y aura pas de pénalité, ou on ne va pas immobiliser les véhicules, jusqu'à ce que nous allons totaliser les 2 semaines que nous avons demandé. Donc, chers conducteurs, chers propriétaires de véhicules, demain, c'est vrai qu'il y aura recouvrement forcé, vous allez faire sortir vos véhicules, mais sachez-le que il y aura contrôle et donc on ne va pas immobiliser les véhicules, on ne va pas appliquer les pénalités. Allez vite acheter et parce que dans 2 semaines, là il n'y aura pas d'excuses, on va immobiliser les véhicules et il y aura aussi des pénalités. C'est la sensibilisation comme ça a été dans nos habitudes et avec le protocole d'accord que nous avons signé avec la DGRK. Nous allons être sur terrain pour sensibiliser les conducteurs, nous allons être aussi dans le média
pour sensibiliser les conducteurs et surtout les propriétaires de véhicules pour s'acquitter parce que ce sont eux qui sont les assujettis à la vignette pour qu'ils soient à jour et s'acquitter librement de cette vignette-là. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, s'est entretenu le vendredi 8 septembre avec l'ambassadeur plénipotentiaire d'Égypte, Esham El Mekwab. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de leurs échanges, entre autres la coopération entre les deux pays respectifs, à savoir l'Égypte et la République démocratique du Congo. On écoute à propos l'ambassadeur égyptien. Tout d'abord, c'était une visite de courtoisie pour Monsieur le Président, vu que c'est la première fois que je le vois. Et en même temps, c'était aussi une visite pour féliciter Monsieur le Président du travail de la CENI jusqu'à maintenant. On a abordé plusieurs sujets, toutes les préparations de la CENI pour les élections à venir, pour prendre une idée du travail fait par la CENI. Et en même temps aussi, on a abordé le sujet de la coopération entre nos deux pays, entre la CENI et la Commission électorale en Égypte. Monsieur le Président m'a gentiment donné un exposé sur le travail de la CENI depuis ces derniers mois, la situation aussi sur le terrain. On doit féliciter sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, avec tous les défis bien sûr, les défis logistiques, géographiques, mais on a vraiment confiance qu'un très bon travail va être fait par la CENI. Si on aborde les relations entre les deux pays, c'est des relations à un très haut niveau, des relations qui datent depuis les années 60. Donc bien évidemment, le Congo, le RDC, c'est un pays qui nous intéresse. Donc on s'intéresse avec tout ce qui se passe dans ce pays. Et bien évidemment, s'il y a des élections présidentielles, c'est un sujet qui nous intéresse. Je présume que la CENI, je ne peux pas parler au nom de la CENI, mais je présume qu'ils sont en train de faire, avec la présidence de M. Kadima, de leur mieux pour que le délai constitutionnel vraiment soit respecté. Fin complète de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.